Depuis des temps immémoriaux, la mer Rouge tient à distance l'Asie et l'Afrique. Elles sont assez proches pour se saluer, mais assez éloignées pour que tout passage exige une organisation rigoureuse. Des ferries assurent de la liaison, mais le moment est venu d'envisager mieux. C'est ainsi que les ingénieurs ont imaginé un méga-projet de tunnels et de ponts, destiné non seulement à relier les deux continents, mais aussi à transformer durablement toute la région. Il y a des millions d'années, la péninsule arabique s'est lentement détachée de l'Afrique, ouvrant une entaille d'eau que nous appelons aujourd'hui la mer Rouge. Celle-ci est réputée pour ses eaux d'une limpidité cristalline, ainsi que pour ses récifs coralliens qui semblent avoir été peints par un artiste d'exception. Arrêtons-nous sur un point spécifique, le détroit de Tiran. Tous les navires à destination des ports du Nord doivent venir se glisser dans ce passage étroit et très fréquenté. D'un côté, l'Égypte et la péninsule du Sinaï, âpre, dorée, ponctuée de stations balnéaires. De l'autre, l'Arabie Saoudite et la côte de Tabuk, où des collines désertiques viennent s'enfoncer dans une eau d'un bleu éclatant. Sur une carte, la distance paraît infime, presque comme si l'on avait omis de connecter deux points. Le détroit ne mesure qu'environ 13 km d'une péninsule à l'autre. Assez peu pour que, par temps clair, l'on distingue parfois la rive opposée. C'est ce goulet animé que les concepteurs souhaitent convertir en un axe direct routier et ferroviaire. Mais que cherchent-ils exactement à édifier ? L'objectif est de créer un itinéraire continu entre la péninsule du Sinaï et la côte de Tabuk. Les ingénieurs hésitent encore entre un pont, un tunnel ou une solution mixte qui combinerait les deux. La difficulté se cache sous la surface. Près du rivage, le fond est suffisamment peu profond pour soutenir de solides colonnes, mais plus au large, il s'abaisse brusquement jusqu'à atteindre environ 270 mètres, comme une abrupte falaise sous-marine. Une telle profondeur exclut les appuis d'un pont classique. Le tracé doit donc épouser le relief, plutôt que d'imposer une forme unique sur toute la traversée. S'ils optèrent pour un pont, les constructeurs poseraient sur le fond marin d'immenses tubes d'acier appelés caissons, que l'on peut comparer à de gigantesques seaux métalliques. Une fois en place, l'eau est évacuée afin que les équipes édifient à l'intérieur une base parfaitement sèche. Le béton transforme alors cet espace en piliers surgissant des profondeurs, et des grues flottantes déposent entre ces appuis de longues travées routières comme des pièces d'un puzzle. Cette méthode convient aux zones peu profondes, mais l'ancrage devient délicat en profondeur, à cause de la pression élevée, des sols meubles et de la forte houle. Les tunnels contournent cette difficulté en passant sous l'obstacle. Les équipes peuvent y envoyer des tunneliers, surnommés des vers, ou fabriquer à terre de vastes segments, de la taille d'un sous-marin, avant de les immerger à leur emplacement. C'est le procédé employé pour la liaison géante Hong Kong-Zhuhai-Macao, qui démontre son efficacité même dans des eaux profondes et fréquentées. On pourrait regarder la carte et se dire « 13 km, ce n'est pas grand-chose ». Mais en réalité, l'entreprise n'a rien à voir avec le fait de jeter un énorme tronc par-dessus une rivière et d'y voir un pont. Voitures, bus et trains exigent de longues rampes progressives, sans pente brutale, dignes de montagnes russes. En ajoutant ces accès de part et d'autre, l'ensemble pourrait atteindre une trentaine de kilomètres, rejoignant ainsi le cercle des géants comme le pont-tunnel de Chesapeake Bay aux États-Unis ou la chaussée du roi Fahd entre l'Arabie Saoudite et Bahreïn. Mais l'ampleur du projet et le fond marin capricieux ne sont pas les seuls obstacles. Le climat complique tout autant la tâche. Les températures dépassent fréquemment les 38 degrés. Le béton durcit trop vite, obligeant à le refroidir ou à travailler sur des plages horaires réduites. L'acier se dilate sous la chaleur, rendant les ajustements précis pénibles. Quant aux ouvriers, ils ne peuvent rester longtemps au soleil sans avoir l'impression de cuire sur place. À cela s'ajoute l'air salin de la mer Rouge, qui attaque le métal plus rapidement qu'on ne l'imagine, imposant des protections résistantes et des inspections régulières pour préserver l'ouvrage. Si ce projet reçoit l'autorisation, il faudra compter plusieurs années de travaux. Une comparaison éclairante serait le pont de l'Öresund entre le Danemark et la Suède. Il ne mesure qu'environ 16 km et a pourtant nécessité près de 4 ans de chantier, dans un contexte bien plus favorable que celui de la mer Rouge. Vient ensuite la question du coût. Les premières estimations avoisinent les 4 milliards de dollars, mais ce montant ressemble davantage à un point de départ qu'à une facture définitive. Au moindre imprévu, la note grimpera presque inévitablement. Un autre enjeu mérite d'être évoqué. Juste sous la surface, le détroit de Tiran abrite des dauphins, des raies, des tortues marines et même des requins,
dont de paisibles requins de récifs qui glissent comme s'ils veillaient sur les splendides coraux multicolores. Ces récifs ne sont pas de simples ornements. Ils figurent parmi les plus vigoureux de toute la mer Rouge. Les scientifiques soulignent que, dans certaines zones du Nord, les coraux supportent des températures plus élevées que beaucoup d'autres dans le monde, ce qui confère à ces récifs une valeur exceptionnelle en termes de résilience climatique. Cela signifie qu'une seule erreur pendant la construction pourrait charger l'eau de sédiments, et ce simple voile suffirait à étouffer les coraux, comme de la poussière sur une peinture fraîche. Il en va de même pour le bruit, le forage et le passage des navires. Les récifs ne peuvent pas s'éloigner lorsqu'ils sont importunés, contrairement aux poissons. Une fois abîmés, des décennies peuvent être nécessaires pour qu'ils se reconstituent, lorsqu'ils y parviennent. Pour limiter ces risques, les concepteurs doivent bâtir de manière à maintenir une eau aussi limpide et stable que possible. Les zones de chantier pourraient être entourées de rideaux anti-sédiments pour empêcher leur dispersion. Les engins lourds devraient éviter les secteurs riches en coraux. Certains tronçons pourraient privilégier les tunnels plutôt que des piles afin de préserver le fond marin. Chaque choix doit s'accorder avec la cartographie sous-marine, et pas seulement terrestre. De plus, l'ensemble du projet exigerait la surveillance constante de scientifiques et d'inspecteurs, chargés de suivre la turbidité de l'eau et le comportement de la faune. Au moindre signe inquiétant, la seule attitude responsable consiste à ralentir ou à adapter la méthode, plutôt qu'à accélérer et laisser le récif en payer le prix. Mais si tout finissait par concorder, le bénéfice serait considérable. Aujourd'hui, si vous renoncez au ferry et restez sur la terre ferme, la géographie se montre impitoyable. Il faut contourner tout le nord de la mer Rouge, traverser plusieurs pays et parcourir plus de 1600 km, uniquement pour franchir une étendue d'eau qui ne mesure que quelques kilomètres, à son point le plus étroit. C'est comme faire le tour complet du pâté de maison, juste pour frapper chez son voisin. Une liaison permanente bouleverserait cette logique. Les temps de trajet diminueraient, les ports des deux rives deviendraient plus accessibles, et passer de l'Afrique à l'Asie en voiture semblerait soudain aussi banal que traverser un long pont autoroutier. Sans compter l'aspect le plus spectaculaire, qui serait la vue dans le cas d'une solution hybride. Vous débutez le trajet côté Sinaï, le désert dans le dos et la mer Rouge devant vous. Au lieu d'attendre dans une file pour le ferry, vous montez sur une rampe qui s'élève tandis que l'eau scintille au-dessous. La route s'enfonce ensuite dans un tunnel sous une voie maritime très fréquentée. Puis, en peu de temps, vous retrouvez la lumière de l'autre côté, désormais sur un continent différent. La version ferroviaire pourrait paraître encore plus fluide. Vous prenez place, les portes se ferment, et le train glisse vers la traversée sans ralentissement ni arrêt successif. Il pénètre dans sa propre section de tunnel, file silencieusement sous la mer, puis réapparaît côté asiatique avant même que vous n'ayez terminé de consulter votre fil d'actualité. Pour les touristes, cela signifierait davantage de stations balnéaires, plus d'escapades du week-end et un nouveau saut continental appelé à devenir une expérience incontournable. Pour les camions de livraison, chaque heure gagnée se traduit en économie. Même les villes voisines en ressentiraient les effets, avec plus de visiteurs, plus d'échanges et des revenus accrus. Un tel lien ne se limite pas à connecter des terres. Il structure des économies, des ports maritimes et la vie quotidienne. C'est une immense opportunité, à condition que le monde sous-marin soit préservé.